Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Donc bonjour Natacha. Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Vladimir Poutine attaque et Jean-François Copé contre-attaque. Le Monde, les Occidentaux désarmés après le coup de force de Poutine en Crimée. Le Figaro, Crimée, les Russes s'installent, l'Europe hésite. Libération, Ukraine, la guerre de Poutine. Alors, il y en a un qui essaye de faire peur et puis l'autre qui a visiblement du mal à faire peur, mais qui a beaucoup fait ricaner ce matin. La Dépêche du Midi, pourquoi Copé dégoupille? Le Parisien, lui, s'intéresse à ce nouveau mal du siècle, le burn-out. Stress au travail, bras de fer sur les arrêts maladie avec ces entrepreneurs qui attaquent devant le Conseil de l'Ordre les médecins qui établissent un lien entre burn-out et conditions de travail. On commence avec la situation en Ukraine et il faut d'abord peut-être lire les Échos ce matin. Mais oui, parce que dans les Échos, on comprend les conséquences de la crise ukrainienne, des conséquences très concrètes. Effondrement des valeurs boursières liées à la Russie, hausse des cours de l'or et du pétrole, explosion du cours des céréales. Sébastopol, en fait, n'est pas si loin de nous. Sur le fond, les différentes lectures du conflit sont de plus en plus flagrantes. Libération consacre 5 pages au bruit de bottes en Crimée, à la propagande des télévisions russes et multiplie les parallèles avec Prague, Budapest. L'éditorial du Monde, lui, est un peu sur cette ligne, mais l'envoyé spécial du journal, Piotr Smolar, analyse dans son article ce qu'il appelle le choc de deux narrations, les imaginaires et les récits, côté russe et côté révolté du Maïdan, dont aucune, dit-il, ne peut être disqualifiée. La colère des Russes face à la politique occidentale, de l'Irak à la Libye, la paranoïa des Ukrainiens russophones, mais aussi, dit-il, le mépris des élites de Kiev face à ces populations de l'Est qu'ils considèrent comme des immatures manipulées par Moscou. Dans le Figaro, ce sont surtout les pages débat-opinion qui multiplient les points de vue, une analyse des desseins messianiques de Vladimir Poutine et surtout le texte de Jacques Sapir, économiste spécialiste de la Russie. Il rappelle les différents éléments qui ont conduit à l'escalade, le poids des mouvements ultranationalistes dans la révolte ukrainienne, la dimension anticorruption, véritable moteur des manifestations, loin devant la demande d'adhésion à l'Union européenne, et la situation économique de l'Europe, qui lui interdit d'imaginer financer une Ukraine qui est au bord de la faillite. Autant d'éléments qui font espérer, écrit-il, que l'idéologie de l'affrontement ne l'emportera pas et que la raison triomphera. En tout cas, on a un petit peu l'impression ces temps-ci qu'on revient au temps de l'URSS, Natacha. Oui, guerre froide, souvenir du pouvoir soviétique. La lecture de nombre de commentateurs sur le conflit ukrainien renvoie en fait la Russie à son passé. Alors, si vous voulez comprendre ce passé et prendre un petit bain de communisme, eh bien, il faut se plonger dans le hors-série de Philosophie Magazine intitulé « Les philosophes et le communisme ». Alors, bien sûr, il est question des utopies face au communisme matérialiste. Bien sûr, il y a le passionnant débat entre Marcel Gauchet et Alain Badiou sur les liens entre communisme et totalitarisme, la confrontation de l'idée et de ses déclinaisons. Mais il y a surtout cet entretien, en toute fin du journal, avec la journaliste ukrainienne Svetlana Alexievitch, qui parle de cette nostalgie du grand empire stalinien qui hante de Minsk à Moscou l'homme de la rue. Elle décrit le passage au libéralisme dans des pays qui n'en voulaient pas et ces intellectuels libéraux qui n'avaient aucun programme d'action à part mettre les communistes dehors. Au fond, nous n'étions absolument pas prêts pour la vie réelle, dit-elle. Comprendre le conflit actuel, c'est remplacer les grandes déclarations sur la démocratie par la compréhension réelle de l'histoire russe. On va s'intéresser notamment à la Syrie et au djihad à présent. Oui, le djihad sera-t-il l'utopie meurtrière du XXIe siècle? Le Parisien nous livre un reportage passionnant à Reyhanli, à la frontière turco-syrienne, là où les candidats au djihad venus de l'Occident franchissent le point de non-retour. Timothée Boutry a rencontré Ramazan, un passeur turc qui raconte son activité. Il décrit les jeunes Français qu'il a fait passer, une quinzaine dernièrement, dont un couple avec un bébé. Je ne vois jamais de peur dans leurs yeux, dit-il. Et de l'autre côté de la frontière, Abou Ahmed, un combattant d'Al-Nosra, récupère les candidats. Et je peux vous dire, précise-t-il, que les Français sont de sacrés combattants. Pendant ce temps, Ziad, jeune Syrien de 29 ans, se désole de la radicalisation de l'opposition syrienne et s'insurge contre la venue de ces combattants occidentaux venus se faire laver le cerveau par des miliciens intéressés. « Restez chez vous », s'exclame-t-il. « Ici, ce n'est pas votre guerre. Si vous voulez nous aider, donnez de l'argent aux organisations humanitaires. » Mais l'humanitaire n'a rien à faire avec la soif d'action et l'utopie totalitaire. Alors vous allez nous faire un petit peu peur à présent avec un virus, un sacré virus. Mais oui, dans les pages sciences du Figaro, un article nous raconte la découverte dans le nord-est sibérien d'un virus géant vieux de 30 000 ans.
Alors, il est inoffensif pour l'homme, celui-là, hein. Il nous prouve cependant une chose. Si le permafrost, vous savez, la croûte de terre gelée sibérienne, continue de se réchauffer, les glaces pourraient libérer d'autres virus préhistoriques, dont certains seront tout prêts à nous contaminer. Un magnifique scénario pour un film hollywoodien. Prochain Oscar dans 30 ans. On termine toujours dans le Figaro avec une histoire qui nous redit qu'il faut apprendre à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler ou avant d'écrire. Petite histoire américaine. Un homme employé de l'école Gulliver de Miami a obtenu réparation après un conflit avec son employeur. 80 000 $, qu'il vient de perdre parce que le jugement était assorti d'une clause de confidentialité. Or, sa fille, scolarisée dans l'école, a posté dès le lendemain sur sa page Facebook le message suivant: « Maman et papa Sney ont gagné leur procès contre Gulliver, c'est officiel. Gulliver va payer mes vacances en Europe cet été, prends ça !» Et oui, c'est pas le tout de travailler dans une école. Encore faut-il savoir éduquer un tout petit peu ses enfants. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1.